L'armée américaine affirme qu'elle a frappé plusieurs installations militaires en Iran après des attaques contre plusieurs de ses navires, France Info. L'armée américaine affirme qu'elle a frappé plusieurs installations militaires en Iran après des attaques contre plusieurs de ses navires selon le commandement central des États-Unis. Les installations iraniennes ciblées comprenaient des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et de contrôle, ainsi que des bases de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Publié le 07-05-2026 23h59 mis à jour le 08-05-2026 minuit citant de lecture, 1 minute des navires dans le détroit d'Ormuz dans le sud de l'Iran, le 4 mai 2026. Amir Hossein Korgoïsna. L'armée américaine a annoncé avoir frappé plusieurs installations militaires en Iran après une attaque contre plusieurs de ses navires. Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et ont riposté par des frappes d'autodéfense alors que des destroyers lance-missiles de l'US Navy traversaient le détroit d'Ormuz pour rejoindre le golfe d'Oman, a rapporté le commandement central des États-Unis, dans un communiqué publié sur X, dans la soirée du jeudi 7 mai. Le CENTCOM évoque une riposte après que les forces iraniennes ont lancé de nombreux missiles, drones et petites embarcations contre des navires de guerre américains transitant par le détroit d'Ormuz. Aucun navire américain n'a été touché, précise le communiqué. Selon le CENTCOM, les installations iraniennes ciblées par les forces américaines comprenaient des sites de lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et de contrôle, ainsi que des bases de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Au même moment, le commandement militaire iranien a accusé Washington d'avoir mis à mal le cessez-le-feu en vigueur en attaquant des navires à proximité du détroit d'Ormuz, selon un communiqué relayé par la télévision d'État. L'armée américaine, violant le cessez-le-feu, a pris pour cible un pétrolier iranien quittant les côtes iraniennes, ainsi qu'un autre bateau, a affirmé le commandement des forces armées Qatam al-Anbiya, cité par la chaîne de télévision IRIB. Les forces iraniennes assurent avoir immédiatement riposté en attaquant des navires militaires américains, leur infligeant des dommages importants. Sujet suivant. Hantavirus sur un bateau de croisière. Pourquoi les autorités sanitaires restent rassurantes sur le risque d'épidémie, France Info. Un mal méconnu qui provoque de graves troubles respiratoires, des morts, et un sentiment de panique. Les 5 cas confirmés d'hantavirus et 3 suspects liés à une croisière sur le MV Ondus ravivent chez certains les souvenirs des débuts de la pandémie de Covid-19. 3 passagers du navire sont morts, 2 malades sont hospitalisés aux Pays-Bas jeudi 7 mai, après avoir été évacués du bateau mercredi. L'inquiétude redouble alors que la souche identifiée chez 2 d'entre eux, dite des Andes, est la seule connue pour être transmissible entre humains. C'est un incident que nous considérons comme sérieux, mais l'OMS considère que le risque pour la santé publique est bas, a déclaré jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si le taux de mortalité de l'hantavirus est particulièrement élevé dépassant parfois 40, plusieurs facteurs expliquent pourquoi les autorités restent rassurantes, comme vous l'explique France Info. Parce que le nombre de personnes infectées demeure faible. Les cas officiellement confirmés en laboratoire concernent une Néerlandaise de 69 ans, morte le 26 avril, un Britannique du même âge, hospitalisé en soins intensifs à Johannesburg, Afrique du Sud, un homme actuellement traité à Zurich, Suisse, sur lequel peu de détails ont filtré, ainsi que 2 personnes évacuées et hospitalisées aux Pays-Bas, dont la contamination a été confirmée jeudi. La situation à bord paraît ainsi sous contrôle, observe Vincent Ronin, infectiologue à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM, interrogé par la Dépêche du Midi. La situation est alarmante car c'est une maladie grave, mais le risque de propagation à grande échelle semble très faible, ajoute-t-il, allant dans le même sens que les déclarations de l'OMS. Il n'y a pas pour ce virus de preuve qu'on puisse transmettre la maladie à quelqu'un avant d'avoir des symptômes, souligne Anaïs Legan, experte technique sur les fièvres hémorragiques virales à l'OMS. La plupart des personnes vont développer les symptômes dans une période d'entre 2 et 3 semaines, ajoute-t-elle, laissant entendre que la fenêtre durant laquelle d'éventuels malades se manifesteraient à bord commence à se refermer. Parmi les 8 cas recensés, 4 évoqués par l'OMS sur son site ont fait état de fièvre, problèmes respiratoires ou gastro-intestinaux les 6 avril, 24 avril et 28 avril. 2 des malades évacués mercredi présentaient en revanche des symptômes aigus ces derniers jours, tandis que le 3e a eu une légère fièvre avant d'être décrit comme asymptomatique au moment de son transfert. Parce qu'une contamination interhumaine n'est possible qu'en cas de contact étroit, la transmission classique se fait par les urines ou les excréments de rongeurs en zone sauvage, rappelle Vincent Ronin dans la Dépêche du Midi. L'infectiologue cite l'exemple typique d'une personne qui nettoie un grenier ou une grange abandonnée en forêt.
En secouant la poussière contaminée par des déjections, le virus s'aérosolise. La personne inhale ces particules. Rien n'indique à ce stade que le navire et d'éventuels rongeurs y ayant élu domicile constituent le lieu d'origine de l'épidémie. L'OMS suppose qu'un ou plusieurs porteurs du virus ont été infectés en dehors du navire. L'Argentine a annoncé mercredi retracer l'itinéraire des 2 passagers néerlandais décédés, ainsi que l'envoi à Ushuaia, d'où le bateau avait appareillé, d'experts pour capturer d'éventuels rongeurs porteurs. Toutefois, la souche identifiée chez 2 passagers ces derniers jours est celle des Andes, la seule transmissible entre humains. L'OMS évoquait elle-même dès mardi ce type de contamination entre les passagers malades. Pour autant, l'agence onusienne se refuse une nouvelle fois à tout alarmisme, il faut un contact étroit entre 2 personnes pour qu'il y ait transmission du virus. Contrairement à la grippe et au Covid-19, on ne parle pas de contacts informels à distance, mais de véritables contacts physiques, a expliqué à la BBC Maria Van Kerkhove, qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS. Anaïs Le Gant cite l'exemple de personnes s'embrassant avec un échange de salive. Vincent Ronin mentionne pour sa part dans la dépêche du Midi, le cas de soignants en contact direct avec des malades très atteints. Par ailleurs, rappelle l'infectiologue, les passagers touchés sont souvent des personnes plus vulnérables, de plus de 60 ans, avec parfois des antécédents cardiaques ou respiratoires. En clair, affirme le virologue Antoine Ball à France Télévisions, l'hantavirus n'est pas très adapté à l'homme. C'est pour ça que la transmission interhumaine est plus limitée. Il n'y a pas de risque de diffusion massive à ce stade, à l'extérieur de ce bateau. Parce qu'on ne constate aucune hausse significative des cas en Argentine, la souche dite des Andes est considérée comme endémique dans certaines régions d'Argentine. Il n'est pas attendu, pour le moment, que ce virus, resté depuis 30 ans dans des campagnes rurales, se mette tout d'un coup à exploser, a rappelé l'épidémiologiste Antoine Flao jeudi sur France Info. Du reste, le pays a connu davantage de cas cette année, mais sans foyer épidémique. La situation n'a rien d'atypique ni de particulier, a affirmé mercredi à l'AFP Raúl González Itig, un biologiste du CONICET, l'équivalent argentin du CNRS. Le ministère de la Santé locale a souligné lundi que la Terre de Feu, d'où est parti le MV Ondus début avril, ne comptait aucun cas confirmé d'hantavirus depuis que des registres épidémiologiques existent, rappelle Juan Petrina, directeur de l'épidémiologie et de la santé environnementale de la province argentine. La zone endémique dans la cordillère argentine se situe surtout dans des provinces situées bien plus au nord, selon le ministère. Si ce virus était aussi contagieux que la grippe ou le Covid, l'Argentine nous aurait déjà alertés, explique Vincent Ronin dans la dépêche du Midi. Parce que les autorités ont pris des mesures pour limiter les risques de propagation, les malades désormais évacués, le MV Ondus, bloqué plusieurs jours au large du Cap-Vert, est en route pour l'archipel des Canaries, Espagne, où il est attendu samedi. En attendant, l'OMS a coordonné ses efforts avec le croisiériste néerlandais Oceanwide Expedition, qui opère le navire, et les différents pays concernés pour mettre en place des mesures limitant la propagation éventuelle du virus. Les passagers du bateau ont été invités à rester autant que possible dans leur cabine. 3 professionnels de santé supplémentaires sont montés à bord, afin d'assurer des soins médicaux optimaux pendant la traversée, a précisé mercredi soir sur son site Oceanwide Expedition. À l'arrivée du bateau sur l'île de Tenerife, prévu samedi, un dispositif conjoint d'évaluation sanitaire et d'évacuation sera mis en place pour rapatrier tous les passagers, à moins que leur état de santé ne l'empêche, a souligné la ministre de la Santé espagnole, Mónica García Gómez. L'évacuation des passagers doit débuter lundi. Les pays de l'Union européenne sont sommés de prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne, tandis que le dispositif pour les passagers extra-européens est toujours en préparation. Par ailleurs, la recherche des passagers débarqués au cours de la croisière est en cours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le patient hospitalisé en Suisse avait reçu un courriel d'Oceanwide Expedition, prévenant les passagers de la crise sanitaire. Au Royaume-Uni, 2 personnes revenues au pays après avoir séjourné sur le MV Ondus, ont été priées de se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire. Elle assure qu'aucune ne présente actuellement de symptômes.
L'OMS dit également effectuer des démarches pour retrouver les plus de 80 passagers à bord de l'avion dans lequel la croisiériste néerlandaise décédée avait été transférée depuis l'île de Sainte-Hélène, où elle avait débarqué, vers Johannesburg. La compagnie aérienne néerlandaise KLM a de son côté signalé mercredi qu'une personne décédée après avoir voyagé à bord du MV Ondus était montée brièvement à bord d'un de ses avions reliant Johannesburg à Amsterdam, mais l'avait quitté avant le décollage, sans donner de détails sur un éventuel malaise. L'OMS a annoncé jeudi que l'Argentine allait envoyer vers 5 pays quelques 2500 kits pour dépister l'hantavirus. Sujet suivant. Vidéo. Déplacement limité, bunker sécurisé. Vladimir Poutine redouterait une tentative d'assassinat, France Info. Publié le 07-05-2026 22h17 mis à jour le 07-05-2026 23h43 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 2 minutes Vladimir Poutine limiterait ses déplacements par crainte pour sa vie, selon un rapport de renseignement européen. Le président russe redouterait une tentative d'assassinat ou un coup d'État, se retranchant désormais dans un bunker sécurisé. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Voici la dernière image de Vladimir Poutine, datée du 30 avril. Le sourire est un peu crispé, mais il pose manifestement de bonne grâce avec ses invités. Pourtant, depuis quelques semaines, le président russe limiterait ses déplacements. Selon un rapport des services de renseignement d'un pays européen, le maître du Kremlin aurait peur pour sa vie. Il redouterait une attaque de drone, un complot ou une tentative de coup d'État, et une possible tentative d'assassinat par des membres de l'élite politique russe. Que dit précisément ce rapport sur Vladimir Poutine? 3 médias l'ont lu, CNN, le Financial Times et Important Stories, un média russe indépendant. Les gens qui travaillent au plus proche de Poutine ne sont pas autorisés à utiliser des téléphones avec Internet. Ils ne peuvent pas prendre les transports en commun. Ils sont conduits par des officiers des services de sécurité et, chez eux, ces cuisiniers, gardes du corps ou photographes sont surveillés par des systèmes vidéo. Et selon ce rapport, ils passeraient la plupart de leur temps dans un bunker ultramoderne, explique Romain Hanin, fondateur du média russe Important Stories. C'est dans les sous-sols de ce palais très luxueux sur la mer Noire que se retrancherait de plus en plus souvent le président russe, qui a toujours nié en être le propriétaire. À 2 jours de la grande fête patriotique, la sécurité est renforcée à Moscou. Et puis les attaques de drones, menées dans la capitale par les Ukrainiens, se multiplient. Le défilé se fera cette année sans matériel militaire, juste des troupes au sol. Pour les moscovites, l'inquiétude est là. Ce ne sont peut-être que des menaces en l'air, mais qui sait ce qui pourrait arriver? Donc, j'aurais peur de venir pour le défilé, parce que c'est un rassemblement de masse et tout peut arriver, confie une habitante de Moscou. Certains comptes ukrainiens relaient des vidéos créées avec l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux pour ridiculiser Vladimir Poutine, le faire passer pour un homme traqué qui a peur. Sujet suivant. Vidéo. Je n'avais aucun contact avec l'extérieur, le cauchemar d'une Française de 86 ans détenue par la police de l'immigration américaine, France Info. Publié le 07-05-2026 20h22 mis à jour le 07-05-2026 23h53 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 2 minutes Une Française de 86 ans, qui vivait aux États-Unis depuis plus d'1 an, a été arrêtée en avril dernier par la police de l'immigration américaine. Ce jeudi 7 mai, elle raconte l'intervention brutale qu'elle a subie ainsi que les conditions éprouvantes de sa détention. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Avec courage, mais encore un peu fragile, Marie-Thérèse Rosmaé, 86 ans, arrive aujourd'hui à raconter ce qui a été, pour elle, l'un des pires moments de sa vie, lorsque la police de l'immigration américaine vient l'arrêter. J'ai entendu des grands coups de poing dans les portes, dans les fenêtres, etc. Donc au début, je me demandais ce que c'était, j'avais un peu peur. Et il y avait donc 5 personnes en civil. Et j'ai demandé, qui êtes-vous? Et ils ont répondu, nous sommes du service de l'immigration et on veut voir vos papiers d'identité, indique Marie-Thérèse. Plusieurs agents de l'ICE, la police de l'immigration américaine, la menottent. Direction la prison de Birmingham, en Alabama. Puis quelques jours plus tard, elle est transférée en centre de détention en Louisiane, à 700 km de chez elle. Moi on m'a emmenée dans une unité, c'est-à-dire une grande chambre, immense, un grand hangar, où il y avait là 58 personnes,
58 femmes. J'étais un numéro parmi d'autres. Il n'y a pas eu de pitié. Beaucoup de brutalité, confie-t-elle. De ce séjour, elle garde un souvenir, ce badge d'identification. On la voit en combinaison orange, celle des prisonniers américains. 17 jours d'emprisonnement sans nouvelles de ses enfants. Je n'avais aucun contact avec l'extérieur. Je me disais, est-ce qu'ils savent où je suis? Je ne savais pas, est-ce qu'ils savaient où j'étais? Donc j'étais complètement paumée. Je me disais, est-ce qu'ils vont me retrouver un jour? Combien de temps je vais rester là, indique-t-elle. Au départ, bien avant cette interpellation, il y a d'abord une romance. Mariée depuis 2025 avec William Ross, un soldat américain, son amour de jeunesse, Marie-Thérèse décide de tout quitter pour s'installer aux États-Unis. À la mort de son mari en janvier, son visa a expiré. Elle est dénoncée par l'un de ses beaux-fils pour récupérer son héritage. Aujourd'hui, c'est auprès de ses enfants qu'elle tente de tourner la page. Je pense à l'Amérique et à Billy. Et au voyage qu'on a fait, au bon temps qu'on a eu ensemble, je vais me raccrocher à ça maintenant. Et essayer d'oublier les prisons de M. Trump, déclare Marie-Thérèse. Oublier ce triste épisode et le traumatisme qui va avec, mais Marie-Thérèse veut se souvenir de ses co-détenus qu'elle espère voir un jour libérés. Sujet suivant. Ligue Conférence, pas de première finale européenne pour Strasbourg, de nouveau battu par le Rayo Vallecano, France Info. Ligue Conférence, pas de première finale européenne pour Strasbourg, de nouveau battu par le Rayo Vallecano. Les Alsaciens ont manqué leur grand rendez-vous en demi-finale retour, jeudi, à la Méno. Publié le 07-05-2026 22h58, mis à jour le 07-05-2026 23h21. Temps de lecture, 2 minutes. L'attaquant brésilien du Rayo Vallecano Alemão lors de la demi-finale retour de Ligue Conférence face à Strasbourg, le 7 mai 2026. Sébastien Bozon AFP défait logiquement il y a une semaine sur la pelouse du Rayo Vallecano 1-0 en demi-finale allée de la Ligue Conférence. Les Strasbourgeois comptaient sur le match retour dans l'atmosphère bouillante de la Méno pour, comme en quart de finale retour face à Mayence, redresser la barre et refaire leur retard. Pourtant, jeudi 7 mai, les joueurs de Gary O'Neill ont de nouveau subi la loi des Espagnols 0-1. En fin de première période, l'attaquant brésilien Alemão, bourreau des Alsaciens à Valca il y a 8 jours, a parfaitement repris un ballon repoussé par le portier strasbourgeois Mike Pander pour ouvrir le score. Dans l'obligation de tout renverser en deuxième période, le RCSA a vainement tenté d'être plus entreprenant, avec des occasions pour Martial Godot 69e ou Valentin Barco 72e. Mais Izzy Palazon et ses partenaires ont tenu bon, en manquant également des opportunités de faire le break au tableau d'affichage. Pour couronner le tout, Julio Enciso a manqué le pénalty de l'espoir dans le temps additionnel, après une main espagnole sur une reprise de Guéladoué. Déjà distancé en Ligue 1 8e à 7 points de l'OM mais avec un match en moins, Strasbourg a sans doute dit adieu, en même temps que son rêve de première finale européenne de son histoire, à une qualification pour une coupe continentale la saison prochaine. Le Rayo Vallecano, de son côté, défiera les Anglais de Crystal Palace, tombeurs des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk 3-1, 2-1, en finale de C4 le 27 mai prochain à Leipzig. On s'attendait à un feu d'artifice après celui de Mayence au tour précédent, une Méno en fusion pour porter ses hommes jusqu'à la finale. Pourtant, les raisons d'espérer ont été maigres ce jeudi pour les Alsaciens. Sans agressivité, mis en difficulté par une équipe espagnole parfaitement organisée, à l'image d'Izzy Palazon, qui a rayonné entre les lignes et pourfendu plus d'une fois l'entrejeu strasbourgeois, les hommes de Gary O'Neill ont affiché un manque de confiance pas si étonnant au vu des derniers résultats, une victoire sur leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Un manque de confiance mais aussi un manque d'ambition dans le premier acte, avec peu de pressing et des projections vers l'avant que l'on pouvait compter sur les doigts d'une main. Le but d'Alemão juste avant la pause a eu le mérite, dans la foulée, d'amener une réaction d'orgueil de Guéladoué, avec une première frappe cadrée pour le RCSA, sur l'ensemble de ses demi-finales 0 tir cadré à l'aller. Tout juste de retour de maladie, le latéral droit, tout comme Valentin Barco, titulaire après avoir été blessé à la cheville et absent des derniers matchs, ont logiquement manqué de souffle et de fougue. La deuxième période aurait pu accoucher d'un but pour Strasbourg, d'autant que dans les buts, Pander a tout repoussé, mais le symbole du pénalty manqué par Enciso dans le temps additionnel était un symbole de plus que non, les Alsaciens n'avaient pas les armes pour rivaliser ce jeudi. Et cette triste soirée se terminait sur des sifflets nourris envers cette jeune équipe, la plus jeune de Ligue 1 22 ans et 9 mois, de la part des supporters, qui ciblaient notamment le capitaine absent Emmanuel Emega et, surtout, la multipropriété. Ou comment la première demi-finale européenne du club a fini en vrac.